Bonjour et bienvenue sur ce webinaire. Bienvenue à tous et à toutes. Je vous laisse arriver tranquillement. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout est OK? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, bienvenue pour ce webinaire d'une heure sur la place des femmes au travail et comment identifier ses limites et prendre sa place. Donc, c'est un webinaire qui vous est proposé par Gérézo. Et donc, moi, je suis Aurélia Monaco. Je vais vous présenter ce webinaire aujourd'hui. Alors, juste quelques petits points techniques. Sur la droite, normalement, vous avez un chat dans lequel vous allez pouvoir poser des questions. Sachant que les questions, j'y répondrai à la fin de la présentation. On va se garder environ un quart d'heure, donc de 15h45 à 16h, pour répondre aux questions. Pendant la présentation, je ne vais pas regarder les questions pour rester sur la thématique, mais Kelly, qui est avec nous et qui est chargée de communication chez Gérézo, va faire le tri dans vos questions et me les transmettra pour qu'à la fin de la session, je puisse y répondre. Donc, n'hésitez surtout pas. Si jamais vous avez une urgence ou quelque chose, le webinaire sera disponible également en replay pour les personnes qui sont inscrites, et vous aurez également accès aux slides qui peuvent être téléchargés directement et qui vous seront aussi envoyés après le webinaire. Donc, on est ensemble aujourd'hui pour une heure pour parler de la place des femmes dans le milieu professionnel. Je vais vous présenter d'abord rapidement Gérézo, que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Donc, Gérézo a 3 pôles d'activité, principalement un organisme de formation dans lequel je suis formatrice depuis maintenant 4 ans sur des sujets divers et variés comme les RH, le développement personnel, la paye, la rémunération, voilà. Énormément de formations au catalogue. On a des formations en fait en intra, c'est-à-dire directement au sein des entreprises, du sur-mesure, et aussi en inter, où vous pouvez être donc dans nos locaux à Paris avec d'autres personnes, d'autres entreprises. Également une formation, une activité pardon, de conseil et une activité d'édition. Vous pouvez retrouver tous les ouvrages qui sont publiés chez Gérézo sur le site de la librairie de Gérézo et aussi sur place à la librairie de Gérézo, place de Catalogne, à Paris. Alors, je vais d'abord me présenter, puis ensuite vous parler un petit peu du sujet. Donc moi, je suis Aurélia Monaco, je suis coach certifiée et comme je le disais, formatrice, notamment chez Gérézo depuis 2018. Je suis l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « J'assume mon hypersensibilité » qui est paru très récemment, donc le 17 novembre dernier. Et j'accompagne principalement des femmes à titre individuel mais aussi collectif. Et chez Gérézo, notamment, je propose des formations, donc soit en inter, comme je le précisais tout à l'heure, soit en intra, sur le leadership au féminin, sur l'accompagnement des talents des femmes, et aussi sur comment mieux vivre son hypersensibilité dans le monde professionnel. Et pour ces formations, j'ai à cœur aussi de les animer dès que c'est possible, notamment en intra, avec mon binôme Benjamin Sachs, qui est également formateur chez Gérézo. On a à cœur vraiment de présenter l'accompagnement et des talents féminins de manière mixte avec un homme et une femme, parce que pour nous, ça fait vraiment partie de l'équation, que les hommes et les femmes se relient à cette complémentarité et aient un objectif commun ensemble. Et donc, précédemment, j'ai été avocat, j'ai travaillé 4 ans chez EY, qui est un cabinet d'avocats, puis ensuite dans le groupe BNP pendant un peu plus de 3 ans, où j'étais en charge de la mobilité internationale, donc tout ce qui était lié des expatriés. Donc voilà pour ma présentation. Alors, je reviens sur les grands points qu'on va voir aujourd'hui. Bien sûr, n'hésitez pas, comme je disais tout à l'heure, à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure pour qu'on puisse y répondre à la fin. Alors, l'intention de ce webinaire, c'est de vous donner des clés sur vos freins, mais aussi vos ressources en tant que femme pour peut-être accomplir vos projets, remplir des challenges. Et
ces freins et ces ressources peuvent seulement être identifiés quand on a une vue aussi systémique et c'est pourquoi on commencera par l'histoire des femmes en entreprise, d'un point de vue juridique et social. Donc ce sera, des points clés. Évidemment, on n'aura pas le temps de tout voir, mais je pense que c'est toujours intéressant de considérer le contexte dans lequel on évolue, dans la société avec un grand S et aussi dans les sociétés avec des petits s, c'est-à-dire les entreprises. Donc on verra ça d'un point de vue juridique, social. L'égalité homme-femme aujourd'hui, donc ce sera un petit peu la prolongation de ce thème. On verra aussi la notion de plafond de verre. Donc n'hésitez pas si vous le sentez dès maintenant à écrire dans le chat, par exemple, ce que vous évoque ce terme, plafond de verre. Et puis ensuite, j'évoquerai la notion de cage de verre pour vous accompagner à identifier vos éventuels freins et des clés pour prendre votre place, ainsi qu'un moment de questions-réponses. Alors, avant de commencer par la présentation, ce que je vous propose, c'est de débuter par un sondage sur des thématiques liées aux femmes en entreprise. Alors, comment répondre à ce sondage? Sur votre droite, normalement, vous avez un petit onglet sondage euh, sur lequel vous allez retrouver cette première question qui est combien de femmes PDG sont aujourd'hui à la tête d'entreprise du CAC 40? Et vous avez trois choix. 3, donc 3 femmes PDG, ou 5 femmes PDG, ou encore 10 femmes PDG. Donc je vous laisse une trentaine de secondes pour répondre à cette question. À votre avis, combien de femmes aujourd'hui sont à la tête d'entreprise du CAC 40? Alors, je vous partage les réponses, vos réponses. Donc, vous êtes en majorité, donc 69% à avoir répondu 5 femmes, 25% à avoir répondu 3 femmes et 6% à avoir répondu 10 femmes. Et la bonne réponse, c'est 3. Il y a 3 femmes qui sont aujourd'hui à la tête d'entreprises du CAC 40 en France, donc sur une quarantaine d'entreprises. Sachant que l'année dernière, j'avais déjà donné ce webinaire en novembre et on avait uniquement une femme à la tête du CAC 40. Donc, je vous donne les noms de ces femmes. Donc, on a Catherine McGregor, qui est à la tête d'Engie et qui était donc la seule PDG en 2021 quand on avait fait ce webinaire. La deuxième femme, c'est Christelle Edman, qui est à la tête d'Orange depuis avril 2022. Et la troisième est Estelle Braklianov, j'espère que je prononce bien son nom de famille, qui est à la tête de Veolia. Donc, on voit que déjà, en termes numériques, on a une proportion assez réduite de femmes à la tête d'entreprises du CAC 40. Alors, n'hésitez pas à partager dans le chat ce que ça vous évoque et notamment pour les personnes majoritairement qui avaient répondu 5 femmes. Ok. Ensuite, on va aller sur la deuxième question. Et donc, vous avez toujours ce sondage sur votre droite. Depuis quelle année les femmes mariées, alors il manque un E à marier, désolé, peuvent-elles ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari? Donc, depuis quand une femme qui est mariée a le droit d'avoir son propre compte bancaire sans demander une autorisation à son mari? Soit depuis 1948, 1965 ou 1968. Je vous laisse quelques secondes pour voter. Alors, vous avez répondu à 53% depuis 1968, 33% depuis 1965
et 13% depuis 1948. Et la bonne réponse, c'est depuis 1965. Depuis une loi de 1965, les femmes mariées peuvent ouvrir un compte bancaire euh, sans l'autorisation de leur mari. Donc, c'est quand même relativement récent. Et ce qui veut dire qu'à l'époque, c'était presque plus avantageux finalement d'être célibataire que marié, puisque les femmes mariées n'avaient pas du tout le droit d'être libres et d'ouvrir leur compte bancaire à titre individuel. Ensuite, dernière question pour ce sondage. Depuis quelle année la loi impose-t-elle une égalité de salaire entre hommes et femmes? Est-ce que c'est depuis 1968, 1972 ou depuis 2000? Parce qu'effectivement, c'est une obligation légale à travail égal, salaire égal. Depuis quand cette loi a-t-elle été promulguée? Alors, c'est intéressant. Vous avez répondu à 80% depuis 2000, à 10% depuis 1972 et à 10% depuis 1968. Donc, la bonne réponse, en fait, c'est 1972. Donc, ça fait quand même un, un, bon moment. Et c'est intéressant, je trouve, que vous ayez en majorité répondu 2000, parce qu'en fait, effectivement, on va le voir, même si la loi le prévoit depuis 40 ans, en fait, dans la pratique, il y a encore des disparités. Et je pense que c'est peut-être pour ça que la réponse en majorité est allée à l'année 2000. Donc, n'hésitez pas aussi à partager dans le chat. Donc, merci de votre participation. On va avancer sur un petit focus aussi sur la réalité. Donc, on parlait aussi d'égalité entre hommes et femmes. Il y a l'égalité, évidemment, d'un point de vue juridique légal. Donc, on verra aussi qu'il y a de plus en plus de choses qui sont faites pour que les femmes, notamment dans le milieu de l'entreprise, aient des postes et des fonctions de dirigeants à terme qui soient quasiment à égalité avec les hommes. Maintenant, la réalité, comme le montre ce sondage, c'est qu'en termes aussi de charge mentale, les femmes sont plus impactées que les hommes. Donc, on voit ici la référence sur le premier sondage, que les femmes consacrent environ 2,5 fois plus de temps aux tâches ménagères que les hommes, donc 117 minutes par jour pour les femmes en moyenne, versus 46 minutes par jour pour les hommes. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu ces statistiques, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir qu'il y a toute une partie d'inégalité qui n'est pas visible, qui est impalpable et qui est relative notamment à la vie privée, à la parentalité et à la charge mentale. Et tout en bas du schéma, on voit aussi que 61% des hommes n'ont pas conscience de la charge domestique des femmes. C'est intéressant aussi pour tout ce qui est du ressort de la communication, parce que j'accompagne pas mal de femmes, notamment en coaching et en entreprise. Et ce qui ressort très souvent, c'est que les femmes, alors évidemment, je fais un peu des généralités, mais l'idée, c'est pas du tout de caricaturer, mais voilà, ce qui ressort en tout cas de la pratique, c'est que souvent les femmes se disent que c'est évident, certaines choses sont évidentes et aimeraient que leur compagnon, leur compagne le devine. Et ça n'est pas toujours le cas. Donc, il y a tout cet aspect de communication, de délégation, de choix de partenaires, etc., qui est importante. Et finalement, les femmes, du fait de cette charge mentale, sont plus souvent impactées par la fatigue, le stress et notamment du point de vue de l'angle des risques psychosociaux, du burn-out. Donc, il y a 82% des Français qui estiment que ce phénomène peut être à l'origine d'un burn-out professionnel. Voilà pour quelques chiffres plutôt de société sur la charge mentale. Alors maintenant, on va aller sur le contenu plus juridique des lois en entreprise. Alors évidemment, je vous ai cité tout à l'heure les lois qui étaient
qui ont été promulguées sur l'égalité de salaire, par exemple. Il y a des lois qui sont assez importantes au niveau de l'entreprise, notamment la loi que vous connaissez peut-être, Copé-Zimmermann, qui a instauré un quota de 40% de femmes obligatoires dans les conseils de surveillance et d'administration pour les entreprises de plus de 50 salariés, avec une pénalité quand cette obligation n'est pas remplie, pénalité financière d'1% de la masse salariale. Pardon. On a aussi plus récemment la loi Pénicaud de 2019, où là, en fait, il y a toute une communication qui est obligatoire pour appuyer sur un index d'égalité professionnelle. Et plus récemment, la loi RIC5 qui a été adoptée en décembre 2021, dont le but est vraiment d'instaurer à terme une égalité entre les hommes et les femmes à des postes de direction, où on a plusieurs échéances avec une instauration d'un quota minimum dans les instances de direction, avec un objectif de 40% en 2029. Alors, et est-ce que vous, justement, dans votre entreprise, alors je ne sais pas si vous êtes salarié, si vous êtes entrepreneur, est-ce que, quelles sont en fait les communications qui sont faites par rapport à ces différentes législations? Quel est votre point de vue aussi sur la façon dont l'égalité est, est prônée et garantie dans l'entreprise? Donc voilà pour un bref rappel des législations. Évidemment, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Maintenant, l'idée, c'est de présenter un petit peu celles qui sont les plus fondatrices et les plus récentes. Ensuite, alors, on va aller sur la notion maintenant de plafond de verre. Alors, je suis intéressée aussi de savoir ce que vous évoque cette notion de plafond de verre qui est souvent utilisée. Qui est une notion en fait qui est née dans les années 70 aux États-Unis et qui en fait représente ce fameux plafond invisible qui est ce plafond qui empêche à un certain moment les femmes de gravir des échelons au niveau professionnel. Et un plafond de verre, pourquoi? Parce qu'en fait, il est invisible et il est constitué de tous les freins invisibles à la promotion des femmes en entreprise. Donc, on a vu tout à l'heure ça peut être effectivement des freins plus personnels, comme la charge mentale, la répartition des tâches ménagères, le soin des enfants, mais ça peut être aussi des freins internes à l'entreprise, comme effectivement énormément d'hommes à des postes de direction, avec peu d'inclusion des femmes. Et cette notion de plafond de verre, initialement, elle concernait en fait les femmes, mais petit à petit, elle a été étendue à toute forme de diversité, entre guillemets, c'est-à-dire toute forme de discrimination. Donc, ça peut être du point de vue des origines, mais aussi du contexte social, de la sexualité, de l'orientation sexuelle, du genre, etc. Donc cette notion de plafond de verre, elle est très subtile et on va essayer de voir surtout dans la deuxième partie qu'est-ce qui la caractérise. Parce qu'évidemment, il y a toute la notion liée à l'entreprise, qui est propre à l'entreprise, mais il y a aussi des freins qu'on a intériorisés en tant que femme et qui sont devenus comme des croyances et qui constituent notre propre plafond de verre. Voilà pour cette notion. Ensuite, le syndrome de l'imposteur. Alors ça, c'est intéressant aussi parce qu'on parle aussi plutôt de syndrome de l'imposture parce que ça peut concerner les hommes comme les femmes. C'est une thématique qui a été introduite en 78 par deux psychologues suite à une étude qu'elles avaient menée sur 150 femmes diplômées qui montrait que finalement, même si les femmes étaient très diplômées, avaient voilà, des super formations, elles étaient en fait elles doutaient beaucoup plus d'elles-mêmes en comparaison aux hommes et elles avaient souvent une croyance d'être comme des usurpatrices ou d'être à un moment donné révélées au grand jour comme étant pas à leur place ou tout simplement pas légitimes. Et ça, c'est un sujet qui est intéressant aussi parce que on le voit encore maintenant, notamment dans
il y a des sondages qui sont faits dans des métiers de la tech qui montrent qu'effectivement, les femmes sont beaucoup plus sujettes à ressentir ce syndrome de l'imposture en comparaison aux hommes. Et ce qui fait que concrètement, ce syndrome peut. Alors, on parle de syndrome, évidemment, c'est pas une maladie. Je pense qu'on peut surtout dire que ce sont des croyances qui sont intériorisées par les femmes, des croyances limitantes. Et ces croyances-là vont évidemment orienter le comportement des femmes. C'est-à-dire que plus on est persuadé d'être une imposture, c'est-à-dire euh, si on a des diplômes, des formations, une expérience, mais si intérieurement, on est persuadé de ne pas être à la hauteur finalement. Donc, à la hauteur de quoi? Tout est à questionner, notamment sur ces sujets-là, mais plus on est persuadé de ne pas avoir les capacités, et bien plus on va soit s'auto-saboter, c'est-à-dire ne pas se donner d'opportunités, par exemple de postuler un poste, d'accepter de nouveaux challenges, et on peut aussi être dans une suradaptation avec une recherche un petit peu exponentielle de perfectionnisme qu'on retrouve souvent chez les femmes qui, quelque part, veulent tellement prouver qu'elles ont de la légitimité qu'elles vont en faire beaucoup plus. Et il y a des études qui sont faites notamment sur les offres d'emploi, où des offres d'emploi sont proposées comme directeur/directrice, et certaines femmes ne vont pas postuler parce qu'elles vont considérer qu'on cherche plus un directeur qu'une directrice. Ce genre de choses, en fait. Où on note aussi que souvent, les femmes qui ressentent ce syndrome de l'imposture vont attendre d'être compétentes pour postuler un poste, c'est-à-dire compétentes à 100%. Alors que le principe justement de prise de poste, de prise de challenge, de nouveauté, c'est aussi l'évolution. Et donc, cette évolution est nécessaire pour s'améliorer. Donc, c'est un petit peu le chat qui se mord la queue, c'est qu'on croit devoir être parfaite pour postuler, mais en fait, justement, c'est le fait de prendre ce nouveau challenge qui va faire qu'on s'améliore. Et il y a beaucoup de femmes en entreprise qui ne s'autorisent pas en fait certains nouveaux challenges parce qu'elles pensent devoir avoir toutes les compétences. Et ça n'est pas le cas, puisque, alors évidemment, il faut toujours faire le tri entre ce qui ressort vraiment du manque de compétences flagrant, où vraiment il faut une expertise technique, mais aussi du manque de compétences qui peut s'acquérir, justement, c'est l'opportunité d'acquérir les compétences, et du syndrome de l'imposteur qui parfois est complètement déconnecté des compétences de la personne. On retrouve des femmes complètement brillantes qui ont toujours ce syndrome de l'imposteur. Et souvent, la question qu'on me pose, c'est comment l'éradiquer? Et en fait, je pense que c'est pas vraiment la question à se poser, c'est pas forcément à éradiquer, mais c'est à conscientiser, c'est-à-dire de voir les tenants et les aboutissants, pourquoi on se sent pas à la hauteur, par exemple. Est-ce que c'est réel? Est-ce qu'on manque vraiment de compétences ou est-ce que c'est plutôt un manque d'estime, comme on va le voir? Et c'est d'agir avec ce syndrome de l'imposteur, puisqu'en fait, ça va devenir comme votre ami ou enfin, pas votre ami, mais vous pouvez l'observer comme faisant partie de vous sans lui donner forcément raison. Vous savez qu'il est là, c'est un petit peu une petite voix malveillante, mais si on l'écoute, le problème, c'est qu'on ne s'autorise pas à prendre des challenges et donc on ne se prouve pas le contraire. Parce qu'en fait, le cerveau humain, quelque part, veut toujours avoir raison. Donc, si intérieurement, on est persuadé de ne pas pouvoir évoluer professionnellement, eh bien, on va se le prouver, c'est-à-dire en s'interdisant des challenges, par exemple. Donc, il y a pas mal de lectures sur ce sujet. Il y a notamment un livre qui s'appelle Le syndrome d'imposture, qui a été écrit par deux femmes, Elisabeth Kadosh et Anne de Montarlot, assez récemment, qui est intéressant parce que justement, il étaye ce syndrome d'études et de l'impact en fait de l'histoire des femmes sur ce syndrome de l'imposteur. Voilà. Alors, tout à l'heure, donc, je vous parlais du plafond de verre, qui était donc cette limite invisible à l'évolution professionnelle.
Et je voulais vous parler donc dans le plafond, on a, déjà quelque chose qui est assez, fréquent, c'est le manque de représentation. Donc là, ça va de mieux en mieux puisque, effectivement, on a, de plus en plus, du fait des quotas notamment, mais aussi du fait d'un changement de société, on a de plus en plus de femmes à des hauts postes de direction ou simplement de femmes qui créent leur entreprise. Enfin voilà, on a plus de représentation, de diversité aussi dans les profils féminins, mais ça reste encore limité. Donc le manque de représentation, ça peut être une des causes de ce plafond de verre. C'est-à-dire que si on évolue dans une entreprise, on n'a aucune femme à un poste de direction. Je sais que j'ai fait une formation sur le leadership féminin récemment dans une entreprise qui disait qu'à un moment donné, il y avait eu un article de journal avec le comité de direction et en fait, il n'y avait que des hommes. Donc après, c'est d'autant plus difficile de se projeter dans des environnements qui sont en déficit de représentation. Et c'est d'autant plus difficile si on a eu une éducation où cette représentation n'a pas été permise. Si dans notre propre éducation, dans notre propre famille, on a manqué de représentation, parce que, pourquoi je dis ça? C'est que j'avais fait ce webinaire avec une autre personne qui était DRH et qui expliquait qu'elle ne se sentait pas du tout impactée par le manque de représentation parce que dans son éducation, elle avait eu suffisamment de confiance, notamment par son père, et qu'elle se sentait en fait à même de prendre sa place, peu importe le contexte. Donc, il y a toujours des facteurs internes et externes. C'est pour ça qu'on parle de cage de verre. C'est un concept qu'on a développé avec Benjamin Sachs, dont je vous parlais tout à l'heure. On a toujours l'extérieur, évidemment, c'est systémique. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir, en tout cas très peu, mais on a aussi nos parois intérieures. Donc, c'est la partie de cette cage de verre, c'est le côté paroi. Donc, on a aussi des croyances limitantes. Donc, qu'est-ce qu'une croyance limitante? Toute personne a un système de croyances. Et ce système de croyances, il est composé de 3 types de croyances. On va avoir ce qu'on appelle les croyances aidantes. On a ensuite les croyances neutres et on a enfin les croyances limitantes. Et ces 3 catégories de croyances coexistent entre elles, chez chacun de nous, à la différence que chaque personne va avoir sa propre liste de croyances. Sur un même sujet, on peut avoir une personne qui aura une croyance limitante sur ce sujet et une croyance aidante sur ce sujet. Donc, qu'est-ce qu'une croyance aidante? C'est en fait une croyance intérieure, c'est comme une vérité. C'est très souvent issu de votre histoire personnelle, de votre éducation, mais aussi de l'environnement dans lequel vous avez évolué. Ça peut être, je sais que, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure de Sandrine, je sais que je peux prendre ma place, peu importe le contexte. Ça, c'est une croyance aidante. Donc, on n'a pas à la modifier puisque c'est une ressource. Ça peut être aussi, je peux réussir ma vie de famille et ma vie professionnelle. Ça sera une croyance aidante. Une croyance neutre, bon, ici, il n'y a pas forcément d'intérêt à en parler. Ce sont des croyances qui sont neutres dans le sens où elles n'ont pas d'impact. Par exemple, le ciel est bleu. Enfin, voilà, c'est pas vraiment neutre, mais si vous voulez, il n'y a pas forcément d'impact. Et on a des croyances limitantes qui, elles, sont à conscientiser dans un premier temps pour justement les faire évoluer. Une croyance limitante, c'est une croyance donc intérieure. Parfois, vous ne savez pas que vous avez des croyances limitantes parce qu'elles sont tellement inconscientes, tellement intérieures, qu'elles vous drivent quelque part de manière inconsciente. Et donc, les croyances limitantes, ce sont des croyances qui viennent nous limiter parce que nous sommes convaincus intérieurement de ne pas pouvoir réaliser quelque chose, de ne pas avoir les ressources, que ce soit en tant que femme ou de manière générale. Et notre système de croyances, c'est ce qui nous fait agir au quotidien sans que nous n'en ayons réellement conscience. Donc, il y a tout un travail à faire quand on veut justement prendre sa place en tant que femme, oser poser ses limites, etc., d'identifier nos croyances. Ça, c'est très important.
Je vous conseille aussi, si vous souhaitez approfondir, de passer un test que vous pouvez passer en ligne, qui est le test des drivers, que vous connaissez peut-être, ou des messages contraignants, c'est la même chose, qui va vous montrer rapidement quel est le ou les drivers. En général, on en a deux principaux. Les drivers, ce sont un petit peu des croyances ou des modes de fonctionnement inconscients qui drivent, donc qui initient vos comportements. Donc, on a 5 drivers. On a un premier driver qui s'appelle « Fais plaisir ». La croyance aidante derrière, c'est que finalement, alors je dirais pas croyance aidante, mais plus axée sur les limitants parce que c'est ce qui va nous intéresser, mais la croyance limitante du driver fait plaisir, c'est que je dois faire plaisir pour avoir de la valeur. Donc je dois répondre positivement à ce qu'on me demande, notamment au travail. Je ne dois pas peut-être déléguer, je ne dois pas dire non. Il y a évidemment des forces pour chaque driver. Ce qui nous intéresse ici aussi, c'est les croyances limitantes justement pour les relativiser. On a un second driver qui est soit parfait, soit parfaite, qui est donc une injonction intérieure à la perfection et qui va connecter la valeur de la personne à la réalisation de choses parfaites. Donc, typiquement, je vous ai dit tout à l'heure, il manque un E dans le slide. Comme j'ai un peu un driver soit parfait, du coup, ça va me stresser. Et je peux penser que ma présentation n'avait pas de valeur parce que j'ai oublié un E. Donc, c'est ce qui est complètement faux. Parce que finalement, l'intérêt que vous allez en retirer va être complètement ailleurs que là où la perfection est de mise d'après ce driver. Donc, on a fait plaisir, soit parfaite, fait vite, où là, effectivement, on a une espèce d'injonction, on est pressé intérieurement pour réaliser les choses et ça devient limitant parce qu'on ne va pas s'autoriser de repos. Et je fais le lien avec la charge mentale tout à l'heure. Ça peut effectivement accentuer tout ça. On a enfin deux autres drivers. Fais des efforts, où là, on est dans une recherche en fait de faire tout soi-même. Et la croyance limitante, c'est que si je demande de l'aide, et au niveau professionnel, ça peut être simplement si je délègue ou si j'accepte que je ne peux pas tout faire en même temps, je pense que je n'ai pas de valeur. Donc, on a, j'en ai oublié un, fais plaisir, sois fort, sois parfaite, fais des efforts et fais vite. Je pense que j'ai tous dit en fait. Vous me dites si j'en ai oublié un, mais il y en a 5. Fais plaisir, fais des efforts, sois parfaite, fais vite. Je vais regarder sur internet, j'ai un trou. C'est des drivers qui sont issus de l'analyse transactionnelle. Oui, j'ai tous dit. Sois forte, fais des efforts, dépêche-toi, fais plaisir et sois parfait. Je les ai tous dit. Donc tout ce qui est croyance limitante, c'est vraiment tout un chemin personnel. Sois fort n'a pas été développé, d'accord. Alors le sois fort, c'est justement une injonction à être fort, entre guillemets, c'est-à-dire à faire les choses à titre personnel, à surtout ne jamais demander d'aide. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était de ne pas demander d'aide, de faire tout soi-même. La différence avec le fait des efforts, c'est un petit peu connecté, mais dans le fait des efforts, c'est surtout, je vais connecter au niveau professionnel le travail à la pénibilité, à la souffrance, et donc je ne vais pas m'autoriser le plaisir. Donc forcément, ça a un impact puisque si on est dans un driver, par exemple, fait des efforts et qu'on ne s'autorise pas le plaisir, on va avoir du mal à avoir un équilibre pro-perso. Et donc voilà, donc ça c'est une première piste sur les croyances limitantes. Et on a aussi tout ce qui est héritage d'histoire personnelle, donc à la fois de la société, on l'a vu, hein, les droits des femmes sont quand même assez récents juridiquement. Et évidemment, il y a la loi, mais ensuite il y a la mise en pratique et puis il y a les changements au niveau de la société, au niveau psychologique, au niveau relationnel, donc ça prend beaucoup plus de temps. Et puis, on a aussi les parois externes. Donc là, ça va être plus ce sur quoi vous n'avez pas le contrôle. Les limitations culturelles, institutionnelles, sociales, la politique d'entreprise, la direction de l'entreprise. Donc, c'est toujours intéressant, à titre personnel, de se questionner sur les limitations.
Est-ce qu'elles sont de votre ressort, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont plutôt intérieures, de l'ordre des croyances par exemple, ou même des compétences, ou est-ce qu'elles sont plutôt extérieures et dans ce cas, elles sont moins de votre ressort. Et tout l'intérêt, c'est toujours de porter un focus sur ce qui vient de votre responsabilité, ce qui est dans votre responsabilité. Vous avez beaucoup plus de chances de pouvoir changer vos croyances que de pouvoir faire en sorte que dans 2 ans, on ait 25 femmes PDG dans les entreprises du CAC 40. Donc c'est toujours choisir un petit peu son combat, entre guillemets. Après, chacun a aussi ses valeurs. Il y a des personnes qui sont là aussi pour militer, c'est important. Mais ce que je veux dire, c'est de, en tant que femme, au niveau vraiment micro de votre vie, au niveau personnel, de toujours aller voir ce sur quoi vous avez un impact. Parce qu'il est possible, par exemple, que vous soyez dans un environnement qui n'est pas du tout favorable à l'égalité entre les hommes et les femmes, ou même dans une relation qui soit complètement déséquilibrée. Et on a toujours beaucoup plus de chances de se changer soi-même que de changer l'environnement ou de changer l'autre. Donc c'est toujours de placer le focus sur tout ce qui est interne plutôt qu'externe. Parce que vous pouvez du coup changer d'entreprise, changer de relation, mais ce sera plus facile, en tout cas, d'évoluer dans certains contextes que dans d'autres. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je regarde un petit peu l'heure, donc voilà, il me reste une vingtaine, 25 minutes. Je voulais faire un focus aussi sur la notion d'estime de soi et de confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah là, vous le voyez sur le schéma, l'estime de soi, elle est au niveau interne, elle est au niveau caché, au niveau des racines. Si on prend un arbre, ça va être les racines de l'arbre. Et l'estime de soi, c'est la perception de soi-même, c'est le regard que l'on porte sur soi, et tout comme les croyances limitantes, c'est souvent un regard inconscient. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'estime de soi, elle se crée, enfin, les fondations de l'estime de soi se posent principalement dans l'enfance, entre 0 et 7 ans, même si, évidemment, l'estime de soi va bouger toute la vie. On n'a pas une bonne estime à 7 ans et puis on est tranquille jusqu'à la fin de sa vie. Ça évolue positivement comme négativement. C'est comme voilà, une plante dont il faut prendre soin. Mais c'est vrai qu'il y a une époque très charnière qui est celle de l'enfance, puisqu'en fait l'enfant va tout prendre personnellement, c'est-à-dire de son propre prisme. Ce qui va faire qu'une personne, en tout cas qu'un enfant ait une bonne estime, qui se construise avec une bonne estime, c'est-à-dire qu'il devienne un adulte avec un regard sur lui qui soit plutôt bon et juste, eh bien, ça va être un sentiment d'être aimé inconditionnellement. Plus un enfant s'est senti aimé inconditionnellement par ses parents, plus il va développer une bonne estime de lui-même. Donc, c'est-à-dire, il a eu l'espace, il a déjà été dans un environnement où il y avait une forme de sécurité émotionnelle, relationnelle, matérielle. Il a pu avoir la liberté de s'exprimer tel qu'il était. Ses parents avaient une bonne estime d'eux-mêmes, puisqu'en fait, il y a tout un aspect aussi invisible, transgénérationnel, mais même sociétal, qui fait que toutes ces injonctions qui sont posées sur les femmes, par exemple, vont être intériorisées, mais l'estime des parents va aussi être le modèle pour les enfants. Donc, plus un enfant s'est senti aimé tel qu'il était, plus il va développer une bonne estime de lui-même. Ça continue évidemment à l'école et puis toute la vie. Et il y a des études qui ont été faites, notamment dans un livre, enfin des études qui ont été partagées dans le livre de Christophe André, qui s'appelle De l'estime de soi, qui est vraiment une bible pour le sujet. Il partage une étude qui a été faite, je crois, dans les années 90, mais qui montrait que pour les petites filles, à partir de 8 ans, leur niveau d'estime baissait par rapport aux garçons de même âge, où leur estime ne baissait pas. Elles augmentaient positivement. Parce que dans l'estime de soi, il y a aussi l'image de soi, le rapport au corps, le rapport au regard de l'autre. Et il y a beaucoup plus d'injonctions sur le corps des femmes que sur le corps des hommes, même si évidemment il y en a aussi chez les hommes. Et puis il y a tout cet aspect dont on a parlé tout à l'heure d'inégalité qui va être intériorisé.
Puis il y a même des études qui montrent que dans la cour d'école, les garçons vont prendre plus de place que les filles en jouant, etc. Donc il y a tout, voilà, quelque chose qui se construit et qui fait que potentiellement, à l'âge adulte, on peut avoir une bonne confiance en soi, mais une très faible estime de soi. Donc du coup, la confiance en soi, comme vous voyez par exemple sur le schéma, ben, c'est plutôt ce qui est extérieur, c'est l'extérieur, c'est l'arbre, c'est les branches, c'est votre rapport au monde extérieur. Donc sur la confiance, on va plutôt être sur les compétences et sur l'estime de soi, on va plutôt être sur l'être. Qui je suis quand je ne fais rien, quand je n'ai rien quelque part. Quelle est ma valeur? Donc ça va vraiment avec la connaissance de soi, avec une vie en accord avec ses valeurs, avec la capacité à se respecter. C'est pour ça aussi qu'il y a le respect de soi. Plus je m'estime, plus je me respecte. Moins je m'estime, et bien plus je peux me mettre dans des situations de violence envers moi-même, hein, de ne pas respecter mon corps, mon hygiène de vie, mes limites, être dans des relations conflictuelles, au travail, tout accepter parce que intérieurement, par exemple, je pense que je manque d'estime. Donc ne pas hésiter à faire ce travail d'introspection, puisque l'estime, elle est tellement inconsciente que souvent on n'en a pas conscience, justement. Puisque le regard qu'a posé sur nous nos parents devient quelque part notre propre regard. Donc il y a tout un cheminement à faire pour voir la façon dont on se regarde et l'améliorer. Et donc l'améliorer en apprenant à se connaître, en valorisant vos expériences, vos qualités, vos ressources, en acceptant vos limites, vos défauts, et donc, on peut effectivement avoir une très faible estime et une très bonne confiance en soi. Mais en général, quand on a une bonne estime de soi, on a assez confiance en soi aussi. Donc c'est pour ça qu'on peut retrouver des personnes, c'est très lié aussi au syndrome de l'imposteur, avec des postes à responsabilité, mais intérieurement une faible estime. Et donc, voilà ce qui se passe un petit peu le schéma. Là, vous avez la croyance, qui est la croyance limitante. Par exemple, tout ce qui est sur l'estime en croyance limitante, ça va être très absolu. J'ai pas de valeur, je ne suis pas à la hauteur. Enfin voilà, c'est des croyances qui sont tellement absolues qu'elles ne peuvent pas être vraies. Parce que même avec, il faut toujours rajouter un peu de rationnel et un peu de factuel. Parce que la croyance, quand elle est si absolue, il faut la relativiser par des choses qui prouvent le contraire. Mais là, ce que je vous montre en fait dans le schéma, c'est un exemple de, de, de cercle vicieux en fait d'un manque d'estime. Donc, si je crois que ce que j'ai à dire n'intéresse personne, admettons parce que dans l'enfance, on m'a souvent coupé la parole ou ce que je disais a été complètement dévalorisé ou quelqu'un dans ma famille avait plus d'importance. En tout cas, je l'ai senti comme ça. Et je crois à l'âge adulte que ce que j'ai à dire n'intéresse personne. Donc, j'ai une peur, par exemple, la peur de passer pour quelqu'un d'incompétent. Donc, ce qui génère un comportement, je vais prendre peu la parole, je ne parle pas fort, et le résultat, ben, je n'arrive pas à m'affirmer ou on n'entend pas mes messages, donc c'est une boucle. Et plutôt que d'essayer de changer le comportement et d'avoir confiance en soi, par exemple, comme on le voit souvent, on va plutôt chercher à changer la croyance, puisque de notre croyance va naître de nouveaux comportements. Moi, je suis très sur la recherche plutôt des causes, en fait, parce que je pense que toute notre vie extérieure est le reflet de notre monde intérieur. Alors évidemment, il y a des tips, par exemple, pour prendre la parole en public, etc., de la posture, tout ça aide. Euh, L'un n'exclut pas l'autre, mais je pense que si on veut vraiment prendre sa place, on a tout un travail intérieur qui va nous aider pour ça. Alors, juste avant de terminer, pour passer aux questions sur l'estime de soi, justement. Il y a ce qu'on appelle les positions de vie que vous connaissez peut-être. On en a 4 en général. On a une première position de vie, donc si vous regardez dans le cadran à gauche de votre écran, qui va être l'autre moins et moi plus. Donc c'est ce qu'on appelle la position plus-moins. C'est une position de supériorité. Je me survalorise et je dévalorise l'autre. Alors ça, c'est aussi un manque d'estime. C'est-à-dire que certaines personnes, par manque d'estime, vont se survaloriser et dévaloriser l'autre pour se rassurer. Alors qu'une personne qui a une bonne estime d'elle-même, elle va être plutôt dans la posture, la position de droite. Vous voyez moi plus, l'autre plus.
qui est une attitude de coopération. Je sais que j'ai de la valeur, je sais que l'autre a de la valeur, et donc personne n'a plus ou moins de valeur que moi. Ensuite, vous avez l'attitude d'infériorité. C'est ce qu'on appelle le moins plus. C'est-à-dire que je me dévalorise et je survalorise l'autre pour justifier ma dévalorisation. Et enfin, on a la posture moins, qui est plus rare, qui est un peu une posture de blocage, où je me dévalorise et je dévalorise l'autre. Donc, ça va être plutôt quand on est dans les cas de dépression, enfin, voilà, quand on est vraiment sans ressources. Donc là, faut se faire accompagner. Mais les deux, en tout cas, l'attitude vers laquelle on veut aller, c'est une attitude de plus, d'égal à égal. Et justement, dans cette égalité homme-femme, on l'a vu, on a beaucoup d'injonctions en tant que femmes qui ont été intériorisées, qui peuvent nous amener à nous positionner dans une attitude d'infériorité ou de supériorité. Et souvent, c'est l'infériorité. Et en tant que personne, hein, on peut évoluer dans ces différentes positions, mais je vous invite à vous demander au fil de l'eau, dans votre carrière, lors de vos réunions, etc., d'écouter votre petite voix avant de parler. Est-ce que elle est plutôt encourageante, décourageante, ou est-ce que vous avez plutôt tendance à vous mettre dans une ou dans l'autre de ces positions? Parce que plus vous allez identifier votre position dans laquelle vous vous mettez, plus vous allez pouvoir corriger tout ça par des techniques de communication, par le travail sur les croyances, par une conscience aussi de vos limites, de ce que vous souhaitez accepter, etc. Et puis, bon là, c'est un autre schéma qui reprend un petit peu le même que tout à l'heure, mais voici donc les risques quand on a une faible estime. C'est que bah, si j'ai une faible estime, j'ai peur du rejet si je m'affirme, donc mon cerveau ne veut pas vivre cette émotion désagréable, donc il ne va pas s'affirmer, il va éviter le challenge, et donc bah, du coup on continue d'avoir peur du rejet. Ce qui fait que en fait on est vraiment dans une boucle pas du tout vertueuse, alors que si on augmente son niveau d'estime, et augmenter son niveau d'estime ne veut pas dire être égocentrique, mais simplement si on prend conscience de sa valeur, à ce moment-là, on verra qu'on acceptera de prendre des challenges, par exemple, même si le rejet fait partie de l'équation. Parce qu'on saura que finalement, être rejeté ne signifie pas nécessairement ne pas avoir de valeur. Donc ça, c'est très important en tant que femme, je pense, de travailler sur l'estime de soi plutôt que la confiance en soi, même si, voilà, après, tout est question de particularité, mais voilà. Moi, mon conseil, c'est vraiment de faire ce travail intérieur d'estime pour vous autoriser certaines choses. Et donc, dans les clés, il y a ce qu'on a vu, la connaissance de soi et la conscience de soi. La connaissance de soi, ça va être, ben voilà, je connais mes goûts. La conscience de soi, c'est plutôt, ben voilà, je vois ce qui est invisible. Je décrypte mon niveau d'estime, je connais un petit peu mes croyances, donc je me vois, je m'observe et je sais que ça n'est pas la réalité, mais que c'est un petit peu mon disque dur du passé qui s'active et il faut que je le mette à jour. Développer son intelligence émotionnelle, donc pas mal de critères qui définissent l'intelligence émotionnelle, dont la conscience de soi, mais la capacité aussi à faire des choix, nommer ses émotions, à gérer son stress. Des techniques d'organisation, peut-être que vous connaissez la matrice d'Eisenhower. Je vois aussi beaucoup de femmes en coaching qui n'osent pas dire non, qui emmènent leurs enfants à l'école et font des réunions en même temps au téléphone, et qui ont du mal à faire d'elles-mêmes une priorité. Donc, c'est aussi se mettre dans l'équation, pas en dernier roue du carrosse. L'accompagnement, le mentoring, donc des entreprises ont des programmes pour ça, mais ça peut être aussi à titre privé, ça peut être des formations. Un point qui est très important, c'est d'identifier votre propre leadership. Par exemple, si vous êtes manager, vous aspirez à le devenir, à créer votre entreprise. Le leadership, encore dans l'inconscient collectif, on imagine encore un homme, souvent un homme un peu bon père de famille, charismatique, extraverti, etc. Et en fait, il y a énormément de types de leadership. Et je pense que c'est une erreur quand on est une femme de vouloir caricaturer un leadership qui est dans l'inconscient collectif, celui que je viens de décrire, si ça n'est pas notre personnalité. Donc c'est aussi comprendre vos ressources, vos qualités. Moi, j'ai dit, j'ai écrit un livre sur l'hypersensibilité, donc il y a 31% de personnes qui sont hypersensibles, hommes comme femmes. Et donc, dans l'hypersensibilité, une des caractéristiques, c'est l'hyperempathie. Donc, tout ce qui est empathie,
Intelligence émotionnelle, collaboration, tout ça sont des qualités très fortes de leader. Et je pense qu'il voilà, y a tout un nouveau leadership qui se met en place, qui est moins vertical. Trouver aussi des limites dans l'équilibre pro-perso. Donc, par exemple, dans le driver soit parfaite, on a beaucoup de femmes qui s'autorisent pas, par exemple, à prendre une femme de ménage. Je parle pas de coûts financiers là, je parle vraiment de quelqu'un qui peut le faire, mais qui va tout vouloir faire toute seule, ou qui ne va pas oser dire certaines choses, ou qui ne va pas oser faire des activités pour elle, etc. Donc il y a tout cet équilibre aussi d'avoir par exemple un téléphone pro, un téléphone perso, pouvoir mettre des limites. Oser demander des feedbacks, le feedback continu, oser demander des augmentations de salaire. Donc là, ce que je conseille, c'est toujours d'étayer les demandes de manière factuelle et d'être déjà convaincu de sa légitimité à l'obtenir et de ne pas attendre. Il y a souvent des personnes qui attendent qu'on leur propose, alors en pensant que si c'était que les gens le savent, que leurs supérieurs le savent et que du coup ça sera proposé, mais pas forcément. Et je disais tout à l'heure qu'on a une loi qui prône l'égalité de salaire entre hommes et femmes, mais à temps et à fonction égaux, on a encore une différence de 9% en moyenne négative pour les femmes dans le salaire. Et puis, ça c'est pour terminer une note un peu d'humour sur un malentendu, c'est une expression que mon amie Edmé Dena, qui est également coach, utilise et que j'utilise aussi. C'est que, comme je disais tout à l'heure, parfois en tant que femme, on veut que tout soit parfait dans nos compétences pour postuler. Et sur un malentendu, bah, autorisons-nous en fait simplement à faire des choses qui nous semblent parfois disproportionnées ou pas prêtes. Et sur un malentendu, osons. C'est vraiment cette capacité, cette audace à oser là où peut-être nous-mêmes on ne croit pas encore pouvoir être, mais de s'autoriser déjà à demander et à rêver certaines choses qu'on peut s'interdire. Alors, pour aller plus loin, si vous le souhaitez, donc comme je disais, Gérézo a une formation qui s'appelle le leadership au féminin sur 2 jours, en présentiel ou à distance. On va voilà, voir plus en profondeur ce qu'on a pu poser là sur cette heure rapidement. On a aussi la possibilité de vous proposer des formations en intra, donc dans votre entreprise, qui vont être sur mesure par rapport à la politique de l'entreprise et qui vont être avec des collègues, des collaborateurs, des managers de l'entreprise. Et donc, vous pouvez retrouver le programme complet. Donc, c'est une formation de 2 jours sur le site de Gérézo. Et puis, si vous voulez rester en contact, vous avez ici mes coordonnées, donc mon site, mon email, mon livre J'assume mon hypersensibilité, si vous sentez que ça peut résonner pour vous, qui est disponible sur toutes les plateformes, Fnac, Amazon et sur la librairie de Gérézo. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour et puis je vais prendre les questions, Kelly, si tu veux bien les partager. Merci de votre écoute, même si je ne vous vois pas, j'imagine que vous êtes tous là, donc, ou toutes là, je ne sais pas si on a des hommes. Alors, ces lois s'appliquent-elles à toutes les entreprises? Alors, je pense que vous parlez du coup des lois que j'ai présentées tout au début. Alors non, elles ne s'appliquent pas à toutes les entreprises. La loi Copé-Zimmermann, par exemple, elle s'applique aux entreprises de plus de 50 salariés. Et la loi Rixin, elle s'applique aux entreprises de plus de 1000 salariés. Et donc, ces entreprises-là sont dans le scope de cette loi et ont des obligations, notamment déclaratives, en fait, de suivi de ces obligations, avec des publications en interne et aussi, je crois, sur le site du ministère. Donc voilà, ça dépend de la taille de l'entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour le moment, ok. N'hésitez pas, si vous avez même pu identifier chez vous des forces, parce que j'ai beaucoup aussi parlé des limites, parce que c'est aussi le but, c'est de voilà, désamorcer ces limites. Donc, vous avez forcément des forces aussi, donc peut-être que vous avez pu voir aussi quelles étaient vos forces et vos ressources. J'ai entendu parler de la falaise de verre, le fait d'attribuer des postes à responsabilité à des femmes lorsque l'entreprise va mal. Vanessa. Ah, c'est intéressant. Merci Vanessa, j'en avais jamais entendu parler.
Hem, il paraît aussi qu'au niveau politique, les pays qui sont, dirigés par des femmes fonctionnent, mieux et qu'il y a en tout cas moins de conflits. C'est intéressant, je connaissais pas du tout la falaise de verre, j'irai voir. J'imagine que du coup, c'est parce qu'il y a peut-être, alors moi je le vois de manière positive, mais c'est peut-être parce que j'ai une croyance aidante sur la capacité des femmes à à reprendre une entreprise qui va mal, mais bon voilà, si vous pouvez préciser aussi si c'est dans le positif, ou pas. C'est intéressant la falaise de verre. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors Pamela, finalement, est-ce grâce aux lois que la situation s'améliore? Bah, oui et non, je pense que c'est très difficile de savoir, ce qui, ce qui est source d'amélioration. Je pense que la loi, bah, elle représente quand même, l'État, la législation, donc forcément ça a un impact, ne serait-ce qu'inconscient sur tout ça. Donc ça me semble être la base, c'est-à-dire d'avoir des lois qui soient, qui prônent l'égalité, entre hommes et femmes et surtout qui la sauvegardent et qui soient, en fait, acteurs de tout ça. Donc ça favorise, c'est comme la question des quotas, on peut être contre de manière philosophique, ce que je peux comprendre, mais en même temps, dans la pratique, si on n'a pas de quotas et qu'on attend, puisque beaucoup d'hommes sont à des postes de direction, ben, on peut avoir énormément de temps qui se passe. Donc je pense que la loi favorise, mais la loi ne suffit pas, en fait, parce que derrière, il y a la mise en pratique, évidemment, et les sanctions et les interlocuteurs, etc. Sylvie qui dit quid de la notion de sororité. Ben ça, c'est très intéressant aussi parce que j'ai développé, donc je parlais d'Edmé Donna, une amie à moi et consoeur, on a développé French Sorority qui vise justement à déployer la sororité en entreprise parce que quand je le disais avant, j'étais avocate, c'est vrai que j'ai vu que les hommes avaient des liens extra-professionnels comme des matchs de foot, etc., où ils se retrouvaient, peu importe leur niveau de compétences en fait. Ils se retrouvaient voilà, pour jouer au foot par exemple. Ça peut être un exemple. Et les femmes l'avaient moins dans l'entreprise. Et comme je disais aussi tout à l'heure, on a pas mal de croyances limitantes, il y a peu de place, donc ça peut en fait être un cadre qui est complètement toxique pour les femmes, c'est-à-dire qu'elles-mêmes ne vont pas s'autoriser à être dans cette sororité avec d'autres femmes. Donc, je pense que la sororité en entreprise est à développer et qu'elle doit inclure les hommes et que pour moi, la sororité, c'est quelque chose qui existe naturellement, mais qui, d'un point de vue parfois sociétal, est limité, parce que justement, les femmes peuvent avoir intériorisé des croyances et un esprit de compétition. Je pense que naturellement, on a plutôt envie d'être dans le lien et qu'on se sent connecté aux autres femmes, puisque en tant que femme, on va effectivement sentir et savoir ce que d'autres femmes vivent, puisqu'on a un peu ce lien commun. Et c'est vrai que ça manque. Est-ce que vous avez d'autres questions? Lionel, les réseaux de femmes en entreprise fonctionnent-ils? Avez-vous une expérience sur le sujet? Alors, j'ai pas d'expérience sur le sujet pour vous dire si les réseaux de femmes fonctionnent, enfin, pas assez probantes en entreprise, mais en revanche, j'ai des expériences pour les réseaux de femmes pour entrepreneurs, puisque moi j'ai mon activité depuis 4 ans et j'ai notamment travaillé pour un réseau qui s'appelle Force Femmes, donc qui n'est pas en entreprise mais qui est associatif, qui aide à l'insertion des femmes de plus de 40 ans au niveau professionnel. Et oui, ça fonctionne parce que justement, ça crée bah, justement de la sororité, des passerelles, du contenu, du mentorat. Donc dans l'entrepreneuriat, ça fonctionne effectivement. En entreprise, je n'ai pas le recul, donc je ne pourrais pas répondre. J'espère que ça fonctionne. Pourrez-vous expliquer avec d'autres mots ce qu'est l'estime de soi? Ok. Ben, finalement, l'estime de soi, c'est le jugement que vous portez sur vous-même, sur votre valeur en tant que personne. Alors, je ne sais pas si c'est plus clair, mais c'est est-ce que vous pensez avoir de la valeur en tant que personne ou est-ce que vous pensez être moins bien que les autres?
C'est vraiment un regard sur soi quant à sa valeur. Et quand je dis regard, c'est un regard qui est complètement intériorisé. C'est pour ça que je parlais des croyances, etc. Mais l'estime, c'est est-ce que je pense avoir de la valeur en tant que personne? Quelle est la valeur que je m'octroie, en fait? Est-ce que je pense que j'ai moins de valeur que les autres? C'est vraiment un regard, jugement sur soi. J'espère que c'est plus clair. Leslie, n'hésitez pas à le dire si vous voulez que je précise. Ah oui, je vois Vanessa qui dit c'est plutôt dans le sens où on y positionne des femmes car la position est déjà au bord du précipice pour la falaise de verre. Ok, d'accord. Ouais. Bon, du coup, c'est moins positif. Ça prouve, vous voyez, l'intérêt des croyances. Et comme j'ai une croyance positive, j'ai vu de manière positive. Ok. Bah, écoutez, je vous remercie. Merci Kelly pour les questions. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie pour votre participation. J'espère que ça vous aura donné des clés, l'envie peut-être de suivre la formation qui est proposée chez Gérézo. Vous pouvez donner votre avis en notant ce webinaire sur la plateforme Webikeo. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt.